Jamais ce Norvégien ne pourra oublier ce 22 juillet 2011 où des coups de feu ont été tirés sur l'île d'en face. Quand on est arrivé ici, il y avait déjà 2 filles en train de nager de l'île jusqu'ici. Et elles nous ont dit qu'une fusillade avait lieu sur Utoya et que des gens avaient été tués. À ce moment-là, on a sauté dans les bateaux et on a commencé à récupérer des personnes qui étaient en train de se noyer et d'autres qui avaient été touchées. Otto et plusieurs autres habitants ont réussi à secourir plus de 250 participants à un camp d'été des jeunes travaillistes sur l'île d'Utoya. C'est là qu'un tireur a commis un bain de sang, tuant 69 personnes. Un peu avant, l'homme avait fait 8 autres victimes dans l'explosion d'une bombe dans le centre-ville d'Oslo. Je me souviens quand on a fait le premier aller-retour en bateau, je me disais « ces foutus talibans, ces foutus islamistes ». J'étais sûr qu'il s'agissait de terroristes, d'islamistes. Mais Otto, comme de nombreux autres Norvégiens, auront finalement tort. Et lorsque l'identité du meurtrier est connue, ce pays nordique d'à peine 5 millions d'habitants plonge dans la stupeur. L'auteur de cette tuerie est un partisan d'extrême droite, Anders Behring Breivik. Il dit avoir voulu assassiner 2 jeunes travaillistes. Comme dans l'attentat à la bombe qu'il commet un peu plus tôt le même jour à Oslo, Anders Behring Breivik vise le gouvernement. Des autorités qu'il estime trop faibles face à ce qu'il voit comme la menace grandissante de l'islam en Norvège et dans le reste de l'Europe. Même si beaucoup estimeront que ces actes relèvent de la démence, Breivik sera déclaré pénalement responsable et condamné à la peine maximale de 21 ans de prison. Aujourd'hui, les Norvégiens continuent de se poser une question lancinante. Pourquoi la Norvège? Un examen de conscience nationale qui a trouvé certaines de ses réponses sur le net. C'était très intéressant de suivre son procès, parce que quand on lui a demandé de présenter sa formation, quel type d'éducation il avait reçu, etc., il a affirmé avoir lu beaucoup. Oui, j'ai étudié, a-t-il dit. Et quand on lui a demandé de citer des noms de livres et d'écrivains, tout était tiré d'Internet. Quand on regarde ce qu'il appelle son manifeste, son recueil, on peut voir quel genre de site web il a consulté. Ce sont des sites de droite radicale ou d'extrême droite. C'est de là qu'il tirait ses informations et c'est à partir de là qu'il a façonné sa vision du monde dans une très large mesure. Ronny Altø a quitté la Ligue de défense norvégienne après les massacres. Il a dit avoir été choqué par les meurtres et être furieux que dans un premier temps la police et les médias aient tenté de le lier à Breivik. Aujourd'hui, il a créé un site appelé le Parti norvégien de la liberté qui se défend d'être d'extrême droite. Il veut alerter sur la menace que représenterait l'islam en Norvège. D'après lui, si la plupart des 200 000 musulmans norvégiens sont modérés, il compterait dans leur rang 30 extrémistes potentiellement dangereux. Un propos qui intéresse, son site comptabilise 5000 visites par jour. La plupart des Norvégiens sont d'accord avec ce que l'on dit. Ce sont les médias qui nous ont donné cette image d'extrémistes et de racistes. Mais nous sommes simplement des gens ordinaires qui avons des opinions saines et qui aimons notre pays. La plupart des Norvégiens réalisent que le gouvernement ne fait rien, que le gouvernement donne et donne encore aux gens qui veulent profiter du système et ils ne demandent rien du tout en retour. C'est un tout autre discours extrémiste que l'on entend dans certains pavillons cossus. Nous rencontrons un Norvégien qui s'est récemment converti à l'islam après avoir été, dit-il, musulman de cœur pendant des années. Il accuse Oslo d'être trop tolérante envers l'extrême droite et d'opprimer les musulmans dans le monde. Il assure mener son combat dans ses écrits et sur Internet, mais affirme qu'avant la tuerie d'Utoya, il était prêt à basculer dans le terrorisme. Il voulait acheter une ferme, seul moyen de se procurer de l'engrais comme celui que Breivik a utilisé pour fabriquer sa bombe. Pendant les 10 années avant ça, je ne parlais à personne comme vous. Je ne communiquais pas par téléphone. C'est que du blabla.
Je n'étais pas actif sur Internet, c'est que du blabla. Je suis devenu l'un des principaux membres d'un groupe de citoyens très conservateurs. Et je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'agissais très discrètement parce que oui, j'ai commencé à préparer les choses. J'en étais arrivé au point de chercher cette ferme. Mais bien entendu, après le 22 juillet, je ne pouvais plus le faire. La Norvège se veut une société libre et démocratique, une nation riche en pétrole et prospère, un pays où pour beaucoup, il est impossible d'imaginer des mouvements extrémistes ou une attaque terroriste. Au siège de la jeunesse travailliste, on prépare le prochain camp d'été. Il n'aura pas lieu à Utøya. Eskil Pedersen était présent lors de la tuerie. Il s'est échappé par le bac qui a amené Anders Behring Breivik sur l'île. Ce qui s'est passé en Norvège peut se produire dans n'importe quel pays. Et donc, on doit mener une discussion ouverte sur le fait qu'il y a des extrémistes dans une société libre. Et tous ceux qui sont pour une société multiculturelle doivent tenir bon et ne pas tolérer les débats sur Internet où les gens racistes prennent le dessus. À Utøya, Freddy et Catherine Lee ont perdu leur fille et sœur, Elisabeth. Catherine était elle aussi au camp d'été où elle a été blessée. La jeune femme est encore convalescente. Pour cette jeune rescapée, difficile de trouver la paix. Elle se sent coupable d'être en vie, contrairement aux autres, et elle s'interroge encore sur la logique d'Anders Behring Breivik. Je voulais ramper vers l'eau pour qu'il ne me voie pas, mais je n'ai pas réussi à atteindre l'eau à temps. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a tiré dans le dos, et la balle est ressortie par mon ventre en perforant au passage l'un de mes poumons. Là, je me suis retrouvée complètement dans son champ de tir. Il m'a vue, mais il ne m'a pas tiré dessus encore une fois. Et là, je me suis évanouie. Mais Breivik est revenu et a touché Catherine au bras. Les funérailles de sa sœur Elisabeth ont été reportées pour lui permettre d'y assister après son séjour à l'hôpital. Aujourd'hui, Freddy dit entamer à peine son deuil. Il faut dire que la mort de sa fille a été si publique, si tragique et si polémique. Je ne suis pas en colère parce que ça prend trop d'énergie, mais je suis très déçu par les autorités et par leur manque de soutien. Ils font des promesses tout le temps, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Et maintenant qu'il va y avoir des élections, on nous a oubliés. Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier politique. En septembre, la Norvège vivra ses premières élections législatives depuis les massacres. Un scrutin aux multiples inconnus, entre rejet des gouvernants qui ont échoué à prévenir ces attaques et tentations extrémistes.